Vitamine D et performance. Je suis avec Kevin Arsenault aujourd'hui. Salut Kevin. Salut Félix. T'as mis en plus, j'aime ça parce que t'as mis un polo de circonstance pour la vitamine D. Un petit teint orangé pour le principe. Je suis content qu'on parle de la vitamine D et de la performance parce que j'ai lu plein de choses ces temps-ci et t'es une source extrêmement fiable. Donc, parle-moi un petit peu, est-ce qu'il y a une corrélation entre la vitamine D et la performance? Est-ce que ça l'augmente, ça l'empire? Donc, qu'est-ce que t'en penses et c'est quoi les nouvelles études là-dessus? Oui, en vrai, la vitamine D au Sommet Santé l'année dernière, j'ai fait une conférence d'1 heure et demie sur la vitamine D au niveau de la santé, etc. Et j'ai même pas eu assez de temps pour terminer ma conférence. Il y a tellement de contenu sur la vitamine D aujourd'hui. C'est pas une vitamine, c'est une hormone. Ce qui fait que je pourrais donner une conférence de 3 heures, ce que j'aimerais préparer pour éventuellement être capable d'en parler davantage. Mais pourquoi le sujet au niveau de la vitamine D aujourd'hui? Parce qu'elle a un intérêt au niveau des performances sportives. Puis si je vous ramène un peu antérieurement, il y a environ presque 100 ans, dans les années 1920, l'Association nationale au niveau de l'Allemagne, au niveau des nageurs, avait remarqué que la vitamine D augmentait les performances. Puis le comité, l'association était mis au courant, puis se demandait est-ce qu'on le met de façon non éthique, que si les gens qui utilisent, pas la vitamine D orale, parce qu'à l'époque les suppléments étaient moins présents, mais l'irradiation au niveau du soleil, si on met les lits de bronzage, exemple, comme étant une source dopante, est-ce que c'est correct? Mais là, c'était la question qui était soulevée parce qu'on voyait l'augmentation. Parce que dans les années qui ont suivi, il y a des recherches qui se sont poursuivies, comme dans les années 1930, il y a des recherches qui ont été faites sur le sprint pour regarder voir la vitesse au niveau du 100 mètres sprint. Puis on a vu que le groupe contrôle avait à peu près 1% d'augmentation sur quelques semaines entre les deux tests, et le groupe avec la vitamine D avait 7% d'augmentation. On fait, OK, sur un sprint de 100 mètres, 7% d'augmentation, on parle beaucoup en termes de temps. Après ça, il y a eu des études dans les années 40 au niveau la capacité cardiovasculaire et des performances aussi musculaires sur le vélo et autres. Puis deux études en tant que telles qui ont fait les constats, qui ont remarqué qu'il y avait une amélioration de 13% des performances et 19% des performances dans les deux cas. Fait que là, on parle encore là des performances qui sont améliorées par rapport à les groupes contrôle pour juste avoir une irradiation. Donc fait que là, on voit que le soleil a quand même... Tu sais, le soleil est avec nous depuis des millions d'années, puis là, juste depuis les années 1970 avec l'apparition des crèmes solaires et des cancers de la peau, que là, on voit comme un méchant. Mais il apporte le bienfait. Tu sais, l'eau nous apporte du bienfait, mais si j'en prends trop, je peux me noyer dans un certain sens, et on va faire de l'hyponatrémie, donc c'est juste une certaine quantité. Ce qui fait que pour les performances sportives, une des études aussi dans les années 40 que j'aime bien, c'est celle-ci. C'est quoi? Qu'est-ce que l'image représente? En vrai, c'est que le chercheur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 120 écoliers. Dans les années 45, le code éthique était plus différent qu'aujourd'hui. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé les lampes en haut pour des lampes solaires, en fait, des lampes à bronzage, dans un certain sens. Puis ils les allumaient, ils les éteignaient d'une certaine période de la journée. Fait que ce qui fait qu'il y avait 120 écoliers qui ont été irradiés, 120 écoliers qui n'ont pas été irradiés. Puis au trimestre, à chaque 3 mois, les carrés qu'on voit ici, il y avait des tests de performance physique. En blanc, c'est les performances physiques du groupe qui étaient non irradiées. Et les barres assurées étaient les performances physiques du groupe qui étaient irradiées. Grosse différence. Donc on voit une amélioration quand même notable des performances. Donc là, on voit les mois en bas, donc janvier, février, mars. Donc là, on irradiait pendant la période où il n'y a pas de soleil. Et là, on voyait une diminution des performances des écoliers qui n'étaient pas irradiés et une augmentation de ceux. Rendu en septembre, à la fin de l'été, les deux groupes étaient pareils. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est l'année suivante, ils ont continué encore à irradier, ce qui fait que le groupe a eu des meilleures performances. Mais le groupe rendu en décembre, qui avait une moins bonne performance, ils ont pris un certain nombre de candidats et ils lui ont donné 250 000 unités internationales de vitamine D d'un coup. Qu'est-ce qui est arrivé 3 mois plus tard? Les performances de la moitié du groupe contrôle qui ont reçu cette dose-là ont eu les mêmes performances que le groupe qui était irradié durant la période. Donc, c'est pour montrer que l'irradiation a un impact. Est-ce qu'on se posait la question, est-ce que c'est à cause de la vitamine D? Puis là, on vient de voir par la supplémentation de 250 000 UI. Je pense qu'il y a plusieurs, même professionnels de la santé qui diraient c'est dangereux, c'est toxique. Non. Fait que c'est vraiment une accumulation qu'il faut vraiment... C'est 1 mg de vitamine D, c'est 40 000 UI. C'est comme s'il avait donné 4 mg de vitamine D. Si je le dis comme ça passe comme dans l'eau. C'est assez facile. Mais 250 000, c'est très... Fait que les unités ont une petite peur là, qui est créée par rapport à ça qu'il faut un peu démystifier. Fait qu'on voit une amélioration des performances qui était présentée. Une autre étude que j'ai bien aimée, c'est au niveau du temps de réaction. Ce qu'on voit, c'est que pendant une certaine personne, un groupe a été irradié. En haut, c'est la ligne pleine et la ligne en pointillé, c'est le groupe contrôle. Donc, les groupes qui étaient irradiés avaient une diminution du temps de réaction. Donc, ce qui veut dire que dans les sports, comme ce soit un joueur de hockey, un goaler au hockey, donc il a besoin de son temps de réaction. Donc on voit que la vitamine D est capable d'améliorer, mais ces études-là ont été transposées après ça chez les personnes âgées pour diminuer le risque de chute, parce que les temps de réaction étaient capables de limiter ça. Donc on voit l'importance de la vitamine D dans diverses performances. Dans les années 50, le comité olympique a été mis au courant aussi de ça. Je parlais de l'association des nageurs en Allemagne, l'avait été 30 ans plus tôt. Le comité ne peut pas rien faire parce qu'on ne peut pas
dire prenez pas de soleil si vous prenez pas de lit de bronzage, des choses comme ça. Donc encore là, ça a tombé mort. Il n'y a pas eu d'action qui a été prise de ce côté-là. La vitamine D, pour moi, au niveau des performances sportives, un autre point aussi au niveau niveau musculaire, donc là je parle au niveau des performances sportives, mais certaines personnes peuvent me dire est-ce que la vitamine D va venir augmenter ma masse musculaire? Chez des personnes âgées, on voit que là il y a une augmentation de diamètre des fibres, une augmentation du pourcentage aussi du nombre de fibres de type 2, parce que la vitamine D aurait un impact plus favorable dans les fibres de type 2 que les fibres de type 1. Donc, puis par quel mécanisme, Kevin? J'essaie de comprendre. C'est encore, au niveau musculaire, c'est encore pas totalement illustré. Parce que même ce qu'on voit, c'est beaucoup d'études des fois d'association. Dans l'augmentation de diamètre, c'est la prise de vitamine D, mais dans l'exemple de l'augmentation de testostérone, c'est des associations qui sont présentées. Donc on voit que durant l'été, le taux de vitamine D augmente, le taux de testostérone aussi. À l'hiver, les deux se suivent. Est-ce qu'un est relié? Il manque un peu d'études encore pour confirmer que la vitamine D augmenterait le taux de testostérone, mais au niveau des fibres de type 2, on voit qu'il y a une action. Pourquoi, de où le récepteur, il reste encore à élucider ce volet-là, mais on voit qu'il y a une plus grande réaction dans l'augmentation des fibres sur les types de fibres 2 et les fibres de type 1 n'auraient pas de changement. Donc, ce qui veut dire que le bas du corps qui est généralement plus fibré en type 1 va avoir moins d'impact avec la vitamine D que le haut du corps qui est généralement plus fibré. Est-ce que c'est pour ça l'expression shake de plage? Ah, peut-être moi pas le genre, j'ai pas réfléchi à cette. Je pense pas que peut-être que le soleil, tu vas au soleil puis tu deviens pauvre avec le haut de corps, le bas de corps et non, je pensais pas. Fait que, non, excuse-moi pour la blague. Écoute, je laisse savoir le dosage parce que les gens là, ils se le demandent. C'est quoi le dosage idéal? Le dosage, puis moi je vais le répéter, je vais mettre ma main au feu puis je vais tenir mordicus à ce dosage-là. C'est du 5000 à du 8000 unités internationales par jour pour les adultes. Pour les enfants, c'est du 50 unités internationales par livre. Donc, si mon enfant, par exemple, un enfant de 10 livres qui est naissant, c'est 50 x 10, ça fait 500. Fait qu'on donne généralement, les mères aussi sont habituées sur le mamelon, sur la bouteille, un 400 unités environ. Mais plus l'enfant vieillit, plus l'enfant grandit. Donc, un enfant qui va peser 20 livres, ça va être 1000 unités par jour. 30 livres, on parle de 1500 unités par jour. On roule comme ça jusqu'à temps qu'ils viennent à dépasser le 100 livres, que là, ça va être un 5 à 8000. Ça, c'est pour les recommandations générales. Il n'y a pas de danger de toxicité. Je viendrai à ma conférence là, que je vais la donner pour tout expliquer les normes qui sont présentées, les mises à jour qui sont là. Fait qu'on parle d'un 5 à 8000. Puis c'est sûr que les dosages sanguins, si on est capable de corréler, ça va être la meilleure façon de savoir le dosage exact là, par rapport à nous. Mais... Si je suis un Québécois moyen, j'ai passé 6 mois l'hiver, est-ce que je peux faire un gros espèce de traitement choc à mon corps? Oui, en vrai, les dosages, on pourrait donner, en voulant dire que si on durant l'hiver, on n'est pas pris durant l'hiver, on peut prendre un plus haut dosage en tant que tel qui est directement à la période de printemps. Moi, j'aime moins cette façon de faire-là. Dans les études, on donnait des fois des 600 000 unités à la fin de la période d'hiver ou avant la période hivernale pour un peu monter le niveau sanguin de vitamine D. Moi, j'aime plus un peu représenter ce que la nature nous a offert, donc ça veut dire un peu une exposition quotidienne ou hebdomadaire. Donc, on pourrait y aller avec soit un 50 000 unités par semaine ou sinon le 5 à 8 000 par jour de prendre. Mais j'aime mieux que si, mettons, on arrive à la fin de l'hiver, puis là, j'aime la vitamine D, je veux rattraper. Non, rattrape pas. Commence à prendre maintenant ta dose, ton niveau sanguin va augmenter, puis après ça, il va plafonner. Une dose de 5 à 8 000, c'est l'équivalent des personnes qui travaillent souvent à l'extérieur. Donc, tout ce qui est lifeguard, les fermiers, quand on regarde les valeurs sanguines, puis qu'on regarde les gens qu'on leur donne 5 à 8 000, les valeurs sanguines viennent au même niveau. Donc, c'est physiologique. Donc, c'est... une minute de soleil, c'est 1000 unités. Fait que 5 à 8000 unités, c'est comme si je donnais 5 à 8 minutes de soleil. C'est pas beaucoup. Si tu passes une journée à l'extérieur, au soleil, mettons en mai-juin, ça va être 50 000 que tu vas synthétiser d'une journée. Tu vas avoir un bon coup de soleil, mais tu vas synthétiser un 50 000 unités. Tu passes 10 minutes, un 10 000 unités. Plus la peau foncit, plus il faut une exposition qui est longue pour être capable de synthétiser la même quantité. Les personnes de race noire, il faut une plus longue exposition pour être capable. C'est pratiquement 10 fois plus d'exposition pour être capable de synthétiser, parce que la peau se protège. C'est une petite question bonus avant qu'on finisse. Est-ce que si j'ai un ratio de vitamine D qui est optimal, est-ce que ça peut prévenir des coups de soleil? Oui, effectivement. Un taux de vitamine D qui est plus élevé va aider la protection au niveau de la peau. En vrai, la vitamine D a un impact au niveau du cancer de la peau, au niveau de la prévention. Les personnes qui ont un cancer de la peau, si je les expose au soleil, on voit qu'il y a une amélioration de la guérison en tant que telle ou ça diminue les récidives. C'est un peu ironique parce que c'est exactement ça. Je pourrais en parler dans une autre capsule là, sur le volet coup de soleil et l'impact de la vitamine D et les crèmes solaires. Cool, ben écoute, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps, Kevin. Ce fut très intéressant sur la vitamine D. Ça fait plaisir.